Le comportement élastique contre plastique. Voici un exemple de diagramme contrainte-déformation pour l'acier. Alors, si je prends un échantillon d'acier et je fais un test de traction et je mesure les contraintes et déformations et je trace la courbe contrainte-déformation, la courbe va avoir la forme générale qui est montrée dans la figure. On remarque qu'il y a plusieurs zones de comportement. Parmi ces différents comportements, on peut identifier une zone élastique, ici, et une zone plastique, qui est pour le reste de la courbe. Voici plus de détails sur les différents types de comportements. On va se concentrer sur le comportement élastique et plastique. Pour le comportement élastique, les déformations élastiques sont réversibles. C'est-à-dire, si je fais le test et je ne dépasse pas un point qu'on appelle la limite élastique. Ce point, on va dire, c'est la limite élastique. Si je ne dépasse pas ce point et j'enlève la charge, l'élément va revenir à sa forme initiale. C'est-à-dire, on ne va pas avoir des déformations permanentes. Alors, j'applique la charge et ensuite, le déchargement va suivre la même ligne et on n'a aucune déformation permanente. Alors, j'ai resté dans la région élastique, alors toutes les déformations sont réversibles. On note que généralement, cette région élastique est associée à un comportement linéaire, c'est-à-dire on a une relation linéaire entre les contraintes et les déformations. Alors ça, c'est pourquoi vous allez entendre le terme comportement linéaire élastique. Linéaire veut dire la relation entre les contraintes et déformations est linéaire. Et élastique veut dire qu'il n'y a aucune déformation permanente ou les déformations sont réversibles si je reste dans cette zone de comportement. Le comportement plastique. Ici, on va avoir des déformations irréversibles. C'est-à-dire, on va avoir des déformations permanentes. Ou, on peut dire, l'échantillon ne va pas retrouver complètement sa forme originale si j'enlève la charge. Alors, voici notre limite d'élasticité. Si j'applique la charge et je dépasse cette limite d'élasticité et je continue à charger et ensuite j'enlève la charge. Au lieu de revenir sur la même courbe, maintenant je vais revenir sur une ligne qui est parallèle à cette ligne initiale. Et je vais avoir une déformation plastique. C'est-à-dire, la déformation qui est appliquée ici, une certaine portion va être récupérée, mais une portion va être plastique. Ça va être une déformation permanente. Alors, lorsque la charge est retirée, le déchargement sera sur une ligne parallèle à la partie linéaire de la courbe, qu'on appelle le rebound line, avec des déformations plastiques permanentes. Alors, si on revient à la courbe de l'acier, voici la limite élastique. Alors, si je reste dans cette zone élastique, ici, toutes les déformations vont être élastiques. Alors, j'enlève la charge, je vais avoir aucune déformation permanente. Mais si je vais dans la zone plastique, alors je dépasse cette limite élastique. Maintenant, si j'enlève la charge, je vais avoir une déformation permanente. La loi de Hooke. La plupart des composantes structurales sont conçues pour avoir un comportement élastique. C'est-à-dire que lorsque la charge est libérée, la composante retrouve sa forme initiale sans déformation permanente. Puisque la partie initiale de la courbe contrainte-déformation dans la zone élastique est normalement une ligne droite, il existe une relation linéaire entre les contraintes et les déformations dans cette région. Alors, si on examine la courbe contrainte-déformation d'acier, dans cette zone linéaire élastique, il existe une relation linéaire entre les contraintes et les déformations. Donc, il y a une relation linéaire qui existe entre les contraintes et déformations. Et si je connais
la pente de cette courbe dans cette zone élastique, je peux trouver cette relation. Alors, cette relation est appelée la loi de Hooke, où la contrainte est égale à un module d'élasticité E multiplié par une déformation. Le E représente le module d'élasticité du matériau. C'est une propriété qui est unique au matériau. Elle est parfois appelée le module de Young. Et elle a les mêmes unités qu'une contrainte, parce que les déformations, comme on a vu, sont adimensionnelles. Mais normalement, on va les indiquer en gigapascal. Notez que E est la pente de la courbe contrainte-déformation dans la région linéaire, c'est-à-dire c'est juste la pente entre les contraintes et les déformations, comme il est montré dans cette figure. Alors si je reste dans la zone linéaire, je peux utiliser n'importe quel deux points dans cette zone et trouver la pente pour trouver mon module d'élasticité. Ça, c'est l'exemple pour l'acier. Alors, les valeurs typiques du module d'élasticité pour divers matériaux, par exemple pour l'aluminium, c'est approximativement 70 gigapascal. Pour l'acier, c'est approximativement 200 gigapascal. Pour les bétons et bois, on a divers types de béton et bois, alors on a divers types de modules d'élasticité. Mais c'est une propriété unique aux matériaux, alors c'est une propriété très importante. La loi de Hooke est également valable pour les contraintes et déformations de cisaillement. Mais au lieu d'un module d'élasticité E, maintenant on va utiliser un module de rigidité qui relie les contraintes de cisaillement aux déformations de cisaillement. Et voici une relation générale qui relie le module de rigidité au module d'élasticité en utilisant le coefficient de Poisson. Et voici quelques relations en 3D juste pour vos informations. La ductilité. La ductilité est la capacité d'un matériau à subir des déformations permanentes, plastiques, avant rupture. Les matériaux ductiles peuvent se déformer plastiquement avant de se rompre. Ils donnent un avertissement. Les matériaux fragiles, brittle, présentent peu de déformations plastiques avant de se rompre. Ils ne donnent pas d'avertissement. Dans cette figure, on a tracé la relation contrainte-déformation d'un matériau ductile et d'un matériau fragile. On voit que le matériau fragile va subir très peu de déformations et va se rompre soudainement, sans avertissement. Le matériau ductile va avoir une grande capacité de déformation avant la rupture. Les matériaux ductiles sont préférés car, si surchargés, ils peuvent supporter d'importantes déformations avant de se rompre. Ils donnent un avertissement et ainsi une sécurité. Les matériaux fragiles se rompent soudainement sans avertissement, alors ils ne sont pas préférés. Les exemples de matériaux ductiles et fragiles sont donnés ici. La sécurité. Voici une perspective historique de la sécurité du code du Hammurabi, qui était le roi de Babylone. Ce code donnait des pénalités importantes pour la défaillance des structures et composantes. Mais comment assure-t-on la sécurité de nos jours? Les standards de sécurité ont changé considérablement depuis le code du Hammurabi. Pour assurer la sécurité des composantes structurales contre les mécanismes de défaillance, on utilise des facteurs de sécurité lors de la conception. Par exemple, on a plusieurs méthodes pour appliquer la sécurité. Mais une des méthodes, c'est la méthode de contrainte permise, ou le Allowable Stress Method. Cette méthode a été développée au 19e siècle. Le concept, c'est qu'on utilise un facteur de sécurité dans la conception des structures. On se souvient, pour ne pas avoir de défaillance, la résistance doit être plus grande que l'effet des charges. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un facteur de sécurité sur le côté résistance de l'équation. On va limiter les contraintes dans la composante à une contrainte admissible, un allowable stress. Alors voici le symbole qu'on va utiliser.
Et la contrainte admissible qu'on va utiliser dans le design va être une contrainte limite divisée par un facteur de sécurité. Ce facteur de sécurité va être plus grand que 1. Voici les équations de contrainte admissible pour les contraintes normales et les contraintes de cisaillement. C'est quoi la contrainte qu'on utilise ici avant qu'on divise par le facteur de sécurité? Ça dépend du matériau. Est-ce qu'il est ductile ou est-ce qu'il est fragile? Pour les matériaux fragiles, on va utiliser une contrainte limite qui s'appelle la contrainte ultime. Pour les matériaux ductiles, on va utiliser une autre contrainte qu'on appelle sigma y ou yield stress, qui est une contrainte qui est associée à la limite élastique du matériau. Alors, on va démontrer ça dans la figure. Voici la courbe contrainte déformation pour le matériau ductile et le matériau fragile. On va se concentrer sur le matériau ductile. Alors, voici la limite élastique. Si je dépasse cette limite élastique, j'ai maintenant des déformations qui augmentent très rapidement et finalement j'ai la rupture après une très grande déformation. Alors, à cause de ce changement de déformation, ici avant ce point les déformations sont très petites et après ce point les déformations deviennent très grandes et très rapidement. Alors, on va limiter la contrainte à cette contrainte sigma y. Et la contrainte admissible qu'on va utiliser dans ce cas va être la contrainte sigma y divisée par un facteur de sécurité. Pour le matériau fragile, la courbe qui est en vert, maintenant on va limiter à la contrainte ultime. Parce que si je dépasse la contrainte ultime, je vais avoir la rupture de matériau. Mais au lieu de faire le design pour cette contrainte ultime, je vais diviser par un facteur de sécurité et je vais utiliser une contrainte admissible dans le design. Et ça, c'est la fin de la leçon 1.2, partie 2.